Bien, on va attaquer le cours d'analyse syntaxique qui n'est pas le dernier, mais l'avant-dernier, a priori. On commence à avoir fait une bonne partie du travail, puisque donc après avoir vu ce qu'était un langage, après avoir vu les problèmes qu'il pouvait y avoir de liés au langage, donc on a appris à classifier les langages, on a appris quels étaient les modèles de description suivant les différentes classes, et on s'intéressait dernièrement à des algorithmes d'analyse qui soient en temps linéaire. Donc on en a vu deux qui n'étaient pas en temps linéaire, Coq et Orley. Algorithmes d'analyse qui ne sont pas en temps linéaire, mais qui ont l'avantage de pouvoir fonctionner avec n'importe quelle grammaire. Pour pouvoir passer au linéaire, avoir un algorithme performant, on va être obligé de laisser tomber certaines grammaires. Donc on l'a vu pour le LL1, typiquement le LL1 n'est pas capable de travailler avec une grammaire qui a une récursivité gauche ou qui aurait des préfixes communs entre deux règles du même nom terminal. Donc, on rajoute des contraintes sur les grammaires pour l'analyse LL1. Pour l'analyse LR aussi, d'ailleurs, on a rajouté des contraintes. Le problème en Coq, par exemple, avec l'algorithme de Coq, on rajoutait des contraintes sur les grammaires, on ne pouvait avoir que des grammaires binaires. Mais cette contrainte-là ne se traduisait pas par une contrainte sur les langages. En effet, n'importe quel langage descriptif par une grammaire quelconque peut se ramener à une grammaire binaire qui va être utilisable pour l'algorithme de Coq. Ce qui fait que l'algorithme de Coq capture absolument tous les langages hors contexte. Pour le LL, comme pour le LR, eh bien, il existe des langages pour lesquels il ne sera pas possible d'écrire une grammaire qui soit adaptée à l'analyse LL ou à l'analyse LR. Donc, on obtient des algorithmes d'analyse qui sont des algorithmes d'analyse performants, ils sont en coût linéaire, mais il y a des langages qu'on n'arrivera absolument pas à analyser. C'est pas forcément grave. C'est grave si on n'a pas la maîtrise des langages que l'on analyse, ce qui est le cas, par exemple, quand on veut faire du traitement des langues. Pour du traitement des langues, on est obligé de prendre les langues telles qu'elles sont. Et si elles ont des structures qui ne sont pas analysables en LL, eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas analyser ces langages-là. L'intérêt du LL et du LR, c'est qu'en fait, dans la plupart des cas, on va avoir maîtrise du langage. Pourquoi? Parce que ce sont des méthodes qui vont être utilisées en compilation. Et en compilation, on a la plupart du temps la possibilité, s'il y a une structure du langage qui pose problème pour construire un analyseur, on a la possibilité de corriger le langage, même si il existe des langages pour lesquels on a eu des soucis, puisqu'ils avaient été définis avant que ces méthodes ne soient généralisées. Donc on a vu deux classes d'analyse en temps linéaire, les analyses LL, qui sont des analyses descendantes. On part du haut de l'arbre d'analyse syntaxique et on le construit en descendant. Et on a vu que ces analyses avaient un problème. L'opération principale de ces analyseurs, c'est la prédiction. Et on prédit qu'une règle s'applique en voyant le début du mot qu'elle produit. Et ça, c'est très bloquant, parce que parfois, le critère de décision va se trouver hors de portée de l'analyseur. Mais ce qui va permettre de décider n'est pas au début du mot et peut éventuellement être arbitrairement loin après le début du mot.
On avait vu qu'en partant d'un automate à pile ascendant, c'est-à-dire en partant du bas et en remontant, l'opération principale de l'analyseur, ça devient la réduction d'une règle, c'est-à-dire enlever la règle du sommet de la pile, enlever la partie droite de la règle du sommet de la pile et la transformer en sa partie gauche. Or, pour que la partie droite soit sur la pile, il faut avoir lu l'ensemble du mot qui est décrit par la production. Ce qui fait que la réduction d'une règle se fait après qu'on ait lu le mot que la règle produit. Donc c'est plus puissant, puisque la décision que l'on prend se fait alors qu'on a plus d'informations. Et c'est tout l'intérêt des méthodes LR. En fait, on verra que les méthodes LL sont strictement inférieures aux méthodes LR, dans le sens où si une grammaire est LL, elle est aussi LR, mais pas vice-versa. Si une grammaire est LR, elle n'est pas forcément LL. Donc en fait, tout ce qui est LL pourra être analysé sans changement avec la méthode LR, et la méthode LR permettra d'analyser plus de grammaire et plus de langage. Donc aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur le LR de 0. Donc ça a été vu en TD, mais je voudrais qu'on fasse tous le point avec une trace correcte de cette méthode parce qu'elle implique pas mal d'étapes. Ensuite, on verra, donc on reprendra la trace de LR de 0. Je ne reprendrai pas la construction des items. De toute façon, on continuera avec exactement la même méthode de construction, donc on reverra d'autres exemples. Donc on va regarder une trace, et puis après on va étudier une grammaire à peine différente de la première, et on va voir ce qui se passe. Et on va voir ce qu'on peut faire, puisqu'il va se passer quelque chose qui fait qu'on ne pourra pas faire l'analyse avec LR0. Donc, on va faire un retour sur le LR de 0, où on était arrivé à la table précédente, à la table suivante. Donc, dans le cours précédent, on avait détaillé la construction de l'automate des items, et on avait détaillé la manière dont on remplissait la table. Donc, je rappelle rapidement comment on interprète cette table. Cette table, elle contient des états, qui sont les états qu'on a construits en analysant l'automate des items. Elle contient deux zones, une zone action, une zone goto. Donc la zone action, c'est la zone qui correspond aux transitions qui sont portées par des terminaux, et la zone goto aux transitions qui sont portées par des non-terminaux. Et dans ces zones, dans la zone goto, on a simplement, il s'agit d'état, hein, il s'agit de transition, où on dit simplement quelle est la destination de la transition. Mais dans la zone action, il y a deux actions possibles. Les actions qu'on a nommées S, suivies d'un entier, comme par exemple celle-là. Donc S pour shift, ça signifie qu'on va faire glisser un symbole de la bande d'entrée vers la pile. Et l'entier qui se situe à côté désigne l'état dans lequel on se retrouve après avoir pris cette transition. Donc S2, ça veut dire je fais une lecture, je fais un shift, et je vais dans l'état 2. Les autres actions, ce sont R, les actions de réduction, qu'on a noté R suivi d'un entier. Là, l'interprétation de l'entier diffère. Le R signifie que l'on réduit. On réduit une règle, et l'entier qui y suit désigne la règle que l'on va réduire. Donc R3, c'est le numéro, le 3 est le numéro de la règle que l'on réduit. Quand on a R1, ça veut dire qu'on va réduire la règle 1. Donc quand on a un R, le numéro, c'est un numéro de règle.
Quand on a un S, le numéro, c'est un état dans l'automate. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Je m'aperçois que je n'ai pas noté la grammaire dans le transparent, je vais la redonner. Il s'agissait de la grammaire S donne A, S, B ou A, S, D ou petit c. Donc, on va faire maintenant la trace de cette grammaire-là, la trace de l'analyse LR0 sur cette grammaire-là pour le mot AACBB. Donc, AACBB va s'analyser très facilement puisqu'on va à chaque fois s'appuyer sur la table pour prendre les décisions. Donc, on n'aura jamais de problème. Pourquoi on n'aura jamais de problème? Tout simplement parce que si on regarde bien cette table, il n'y a aucune case où il y ait plusieurs actions possibles. Donc, aucun souci. À chaque fois, on va savoir dans quel état on se situe, quel est le symbole courant et quelle est donc l'action à prendre. Donc, on démarre cette trace, avec une pile qui a 0. C'est l'état initial. L'entrée, c'est le mot en entier. Et donc, on interprète cela comme le fait qu'on est dans l'état 0. L'état courant, c'est en fait l'état qui est en sommet de pile. On est dans l'état 0 et on lit un A. Ou plutôt, on a un A comme premier symbole du mot à analyser. Donc, on va sur la table ligne 0 colonne A et la table nous dit Shift 2. Donc, Shift, ça veut dire qu'on va glisser le A sur la pile et on va aller dans l'état 2. Et on va se retrouver avec un mot qui est A, C, B, B. $. On se situe donc maintenant dans l'état 2. L'état est toujours représenté par l'entier qui est en sommet de pile. On est dans l'état 2 avec le symbole en début de mot qui est un A. Donc état 2, petit a, la table nous dit Shift 2. Donc Shift, ça veut dire que l'on glisse le symbole et qu'on va dans l'état 2. Et on se retrouve avec CBB $. On est maintenant dans l'état 2 et le caractère qui suit est un C. Donc on va à l'état 2, colonne C, et là ça nous dit encore un shift, mais il faut aller maintenant dans l'état 3. Donc on se retrouve avec $0, A2, A2, C3. Et le mot, c'est BB $. On se retrouve donc dans l'état 3 avec un B, état 3 avec un B, c'est cette cellule-là. Et là, la table nous dit réduit la règle 3. Donc réduire la règle 3, c'est S se réécrit en C. Donc réduire une règle, c'est enlever de la pile la partie droite de règle et rajouter dans la pile la partie gauche de règle. Donc on enlève de la pile la partie droite de la règle. Ici, il s'agit du C et du 3. Et on empile la partie gauche. Donc, je vais avancer. On en était là. Donc, on se retrouve avec $0, A2, A2, et on n'a plus un C ici puisqu'on l'a dépilé. On l'a dépilé et on l'a remplacé par un S. Donc, le S, et là, il faut qu'on fasse une transition GoTo qui est de l'état 2 avec un S. Où est-ce que je vais? Donc, de l'état 2 avec un S, je vais à l'état 4. Donc, je me retrouve maintenant à l'état 4.
État 4, symbole B en début de mot, eh bien, je vais faire ce que me dit la table, Shift 5. Donc, je lis le B. Et je me retrouve avec un mot qui est plus que B $. L'état qui est en sommet de pile est donc le 5. Le caractère courant est un B. 5B, ça me dit faire la réduction de la règle 1. Donc la règle 1, je vous rappelle que c'est S donne A, S, B. Que la règle 2, c'était A, S, D, et que la règle 3, c'était C. Donc là, je me retrouve à réduire la règle 1, donc je dépile A, S, B. A, S, B, c'est toute cette partie-là. Je la dépile. Et à la place, j'empile un S. Et je me retrouve avec 2S, donc 2S, ça m'amène en 4 dans la zone GoTo. Une fois que je suis à l'état 4, eh bien, je vais voir ce qu'il faut faire quand on a un B. Et la table me dit, il faut que tu fasses un shift et aller à l'état 5. Donc je fais le shift pour aller à l'état 5. Je me retrouve avec la pile qui est $0A2S4B5. Le mot qui reste à analyser, il est vide. Enfin, il n'y a plus que le dollar qui est la fin de séquence. Et là, je suis à l'état 5 avec un dollar. État 5, dollar, réduction 1. Il me faut donc réduire la règle 1 qui est ASB. Donc j'enlève ASB, ce qui me donne $0. J'empile la partie gauche de la règle, S, et je me retrouve avec 0S, et la table me dit, ça vous permet d'aller en 1. Je me retrouve avec 0S1 et $1 en début de pile. Cette configuration-là, elle est telle que je suis à l'état 1, j'ai $1, et donc, il ne me reste plus qu'à accepter cette solution. Donc, je suis arrivé à l'action d'acceptation, donc le mot appartient au langage, et l'arbre syntaxique, il est construit, et en fait, il est présent ici dans la pile, puisque chaque élément de la pile peut être non pas un symbole, mais un arbre. Donc ici, on a un arbre de racine S qui domine l'ensemble du mot AACBB. Il faut bien voir que on n'efface pas, on n'a pas tout à fait un automate à pile ascendant ou descendant qui aurait un critère d'état final ou un critère de pile vide. Ici, tout se passe comme si on avait un critère d'état final et que l'on allait dans un état qui est l'état d'acceptation, et que dans cet état, eh bien, on lit, on récupère le S qui contient l'arbre syntaxique de la solution. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il serait idiot, en fait, de réduire la règle S' d'un S qu'on s'était donnée, parce que ça aurait effacé le S, et ce n'était pas l'objectif. Ça n'a pas de sens non plus de lire le dollar. Le dollar est simplement le symbole de fin de séquence. Donc on ne va pas au-delà de la fin de séquence. Hein. On se contente de vérifier qu'on arrive avec cette configuration-là dans l'état d'acceptation. Un programme pratique
qui implémente cette méthode-là récupérerait sur la pile l'arbre et le donnerait en tant que résultat du calcul. Passer à une grammaire à peine différente. Donc, la semaine passée, on avait travaillé avec la grammaire S donne ASB ou ASD ou C. Là, on va se donner la grammaire qui est à peine différente, qui est ASB ou ASD ou epsilon. Donc, la semaine passée, on avait travaillé avec le langage AN, C, B ou DN. Pardon, BN ou DN. Ici, on a AN, BN ou ANDN. Non, pardon. AN, B ou DN, sans C au milieu. C'est une grammaire vraiment, vraiment très peu différente de la première. Eh bien, faisons l'étude. Donc, la première chose qu'on fait, comme la semaine passée, on fait l'automate des items. Donc, je rappelle, on va le faire un peu plus rapidement que la semaine passée. L'automate des items s'amorce avec la règle S' donne point S $, la règle pointée S' donne point S $, que l'on ferme par les prédictions. Donc ça fait S donne point ASB, point ASD ou point tout seul. Petite remarque en passant, regardez comment j'ai écrit cette règle pointée. Ce qu'on a dit lors de l'algorithme de Hurley sur les règles epsilon s'applique ici aussi. En fait, le epsilon qui est là n'est pas un symbole. Je vous rappelle qu'il s'agit du mot vide. Et en fait, ça n'aurait pas de sens d'écrire une règle pointée de la forme S.epsilon. Pas plus que ça n'aurait de sens d'écrire S donne epsilon point. Ok ? En fait, la difficulté, si on écrit l'epsilon, on se retrouve avec les deux notations que je viens de mettre, qui sont possibles, or, elles sont identiques. Elles sont parfaitement identiques. Dans point epsilon, le point ne précède pas epsilon, il précède rien. Dans epsilon point, il ne suit pas epsilon, il ne suit rien. Et dans le premier, en fait, le point est à la fin de la règle, puisque epsilon, c'est rien, donc le point est à la fin de la règle, comme dans la première. Donc en fait, pour ne pas se tromper, on utilise toujours cette notation-là, où les règles epsilon, on enlève le epsilon et on met un point à la place, pour une règle pointée. Ce qui fait que le point est à la fois au début et à la fin de la règle, ça se voit tout de suite, on n'a aucune réflexion à avoir. Donc là, faites très attention parce que c'est une erreur que font souvent les étudiants, de ne pas effacer l'epsilon et ensuite de faire des transitions portées par epsilon. Après, souvent, quand on a quelque chose de la forme S donne point epsilon, on a envie de lire un epsilon pour faire avancer le point. Et quand on a une transition epsilon, on n'a pas un automate déterministe. Or, je vous rappelle que l'automate des items est un automate déterministe par construction. Donc, vous devez le construire de manière déterministe. Donc, l'étape suivante, ça consiste à étudier les transitions. Donc, il y a deux transitions qui partent de cet item, une transition portée par grand S et une transition portée par petit a. Donc, on va dire que la première va dans l'état 1 et que la deuxième va dans l'état 2. L'état 1 étant l'état porté par S' donne S où le point est avancé. Donc, on a S point $. Et puis, l'état 2 est porté par S donne A.SB ou A.SD. Je vous rappelle que, comme il s'agit d'un automate déterministe, il y a une et une seule transition portée par A. Simplement, cette transition, elle fait avancer les deux règles, les deux hypothèses en même temps.
Ensuite, on ferme l'état 2, ce qui génère les items qui sont en dessous de la petite barre. On continue. Cet automate des items, qui n'est pas très long. Hein. Donc la première chose qu'on fait, c'est voir que de l'état 1, il y a une transition $ qui permet d'accepter le mot. De l'état 2, il y a deux transitions, une transition S et une transition A. La transition A, on peut voir tout de suite qu'elle reste dans l'état 2, puisqu'elle permet de passer à ces deux items-là. Et la transition S nous amène à un nouvel état. Donc, on donne l'automate. Dans l'automate, on l'appelle le numéro 3. Ensuite, on continue. On étudie les transitions de l'ensemble d'items 3. Il y a une transition B et une transition D. La B nous amène en 4, la D nous amène en 5. Et les états 4 et 5, les items 4 et 5, sont terminés. Okay. Et là, on obtient l'automate des items complet, puisqu'on a fini notre calcul. Alors, il y a une remarque dans le chat. Il ne manque pas S' donne S.$ dans I0, vu que S est terminé par S. Et bien justement, c'est la différence qu'il y a entre le LR et Hurley. Vous avez vu en Hurley qu'il y avait des points. Et en Hurley, il y avait deux opérations. Il y avait l'opération de prédiction et l'opération de complétion. L'opération de prédiction elle est utilisée en LR. L'opération de complétion n'est pas utilisée en LR. D'accord ? En fait, la complétion, elle sera faite pendant la trace via la réduction de la règle. Donc, dans le LR, il n'y a pas de complétion. Donc là, on n'a pas à faire avancer le point. En fait, c'est la trace, c'est lors de la trace que ce point avancera. Mais c'est une excellente remarque. Il y a des similitudes entre LR et EL. Bien, on en vient maintenant à faire la table LR0. Donc je rappelle que la table LR0 se fabrique en ayant la liste, enfin une table où les lignes sont les états de l'ensemble de l'automate des items. Donc là, c'est les 6 états numérotés de 0 à 5. Ensuite, il y a les deux zones action et goto. Donc les terminaux de ce langage-là, c'est A, B, D, il n'y a plus le C, et $ pour la fin de séquence. Et le goto, il y a toujours un seul symbole non terminal, S. Et donc, on a la table qui est comme ça. Et on a, j'ai reporté dans la table les transitions de l'automate. On voit que ce n'est pas très compliqué. La transition S, à partir de l'état 0, nous amène à l'état 1, c'est ce qui donne le goto, ici. La transition A nous amène à l'état 2. Dans le A, c'est un terminal, donc il s'agit d'une action. Donc on va dans l'état 2 en faisant un glissement, donc en faisant un shift, une lecture. Donc on se contente de reporter chacune des transitions ici au fur et à mesure qu'on les a dans la... Non, il y a une erreur. B, c'est S4 et C, D, c'est S5. D'accord ? Donc, il y a une petite erreur sur le transparent. Mais cette partie-là est vraiment simple. Cette partie-là ne peut donner aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'on a simplement reporté les transitions de l'automate. Si ici on a un conflit, c'est que l'automate qu'on a construit n'est pas
déterministe. Et dans le tas 2, oui, c'est GoTo 3. Vous avez raison dans le chat, puisque S3, en effet. Et encore une fois, il faut se méfier des copier-coller, surtout dans un document LaTeX avec des tables. Donc, on a ici la partie qui traduit simplement la structure de l'automate. Donc, il ne peut pas y avoir de problème ici. S'il y a un problème, c'est que vous avez fait une erreur dans la construction de l'automate. Là où il peut y avoir un problème, c'est quand on rajoute les réductions. Alors, où est-ce qu'on rajoute les réductions? Je vous rappelle qu'on rajoute les réductions dans les sur les lignes qui correspondent à un item où une règle est terminée. Par exemple, dans l'item 4, la règle S donne A, S, B, qui est la règle 1, est terminée, et donc on rajoute les réductions R1 sur toutes les lignes. Pareil pour l'item 5, la règle 2 est terminée, donc on réduit la règle 2 sur toutes les colonnes. Et enfin, on peut voir un petit problème à deux endroits. Donc, c'est les deux endroits où la règle 3 est saturée, elle est terminée. Donc là, on a S donne point dans l'état 0, et donc on a un problème ici, puisqu'on va rajouter la réduction 2 sur toutes les colonnes, et pareil à l'état 2, on va rajouter la réduction 2 sur toutes les colonnes. Donc si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, eh bien, on a un problème ici et un problème là. On a deux cellules dans la table où il y a un conflit. Donc là, c'est un conflit entre un glissement et une réduction. Et en fait, en LR0, on verra que dès qu'on a un item terminé dans un état qui a des transitions, eh bien, il y a un conflit. Il y a un conflit shift-reduce. Quels sont les autres types de conflits possibles? Eh bien, le seul autre type de conflit possible, c'est un conflit reduce-reduce, c'est-à-dire un conflit où il y a deux réductions possibles. Alors ça arrive, mais ça arrive lorsque deux règles ont en fait survécu à un mot et ont toutes les deux été terminées en même temps pour le même mot. Donc là, il y a en gros une ambiguïté pour le mot en question. Donc ça donne un item où il y a deux règles différentes qui sont terminées toutes les deux. Et donc il y a deux types de conflits, le conflit shift-reduce qu'on peut voir ici, et les conflits reduce-reduce, qui sont un petit peu plus rares, mais on en verra d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que cette grammaire-là, elle a un souci, elle n'est pas capturée par la méthode LR de 0. Okay. Donc, on pourrait dire, on baisse les bras. Ce serait dommage parce que c'est quand même une grammaire qui est simplissime et qui ne pose aucun problème, absolument aucun problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, regardez un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais reprendre les choses au propre. Regardez un petit peu ce qui se passe. Il se passe que ici, on me dit, ici et là d'ailleurs, on me dit, lorsque tu arrives dans l'état, lorsque tu es dans l'état 0, qu'il y a un A, alors tu peux commencer par réduire la règle 3 ou alors lire le A. Alors imaginez que l'on réduise la règle 3. Est-ce que dans cette grammaire-là, ça a un sens de réduire la règle 3? À votre avis?
Ça n'a pas de sens de réduire la règle 3 dans cette grammaire. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il peut y avoir un A, hein, ça fait quoi de réduire la règle 3? Ça veut dire que dans la trace, vous allez avoir, allez, on imagine qu'on démarre avec un A. Donc au départ, on a $0 dans la pile. On choisit de réduire la règle 3, ça veut dire que l'on dépile epsilon, donc on dépile rien du tout, et on produit un S. Et ça nous amène à l'état 1. Okay, et à l'état 1, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'avec un A, je ne peux rien faire. Je n'ai aucune action possible de l'état 1 avec un A. Pour quelle raison? La raison est simple. Regardez bien cette grammaire. Est-ce qu'il peut y avoir un A après un S? On voit bien qu'il ne peut pas y avoir de A après le S dans cette grammaire-là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir après un S? Il peut y avoir un B ou il peut y avoir un D, mais il ne peut pas y avoir de A. Or ça, on sait le calculer. Savoir ce qu'il peut y avoir après S, c'est quoi? C'était la table des suivants qui nous permettait de calculer ça. Or, en LL1, on avait vu un moyen de le calculer. Donc, on est capable de savoir que après un S, il ne peut pas y avoir de A. Donc, quel sens ça a que cette méthode, elle me dise, ici, tu mets R3? Elle est juste fausse, cette méthode. Enfin, elle est juste bête, trop bête. En fait, cette méthode, elle s'appelle LR de 0 pour quelle raison? Eh bien, c'est LR de 0 parce que c'est une méthode LR et elle ne regarde rien en avant. Elle a 0 regard en avant. Et c'est ça qui fait qu'elle est totalement aveugle au fait qu'elle ne sait pas qu'on ne peut pas réduire sur un A. Parce qu'elle a ignoré le regard en avant qui lui permettrait de ne pas ajouter de réduction partout. Hein, en fait, à quel endroit on pourrait faire un R3? On pourrait faire un R3 si on a un $, ou si on a un B, ou si on a un D. En fait, on ne pourrait pas le mettre sur un B ou un D. Mais ça, ce sera résolu autrement. Donc, on se retrouve à se dire, tiens, cette méthode est idiote, mais je n'ai pas grand-chose à faire pour l'améliorer. Pourquoi? Donc, j'ai vu qu'il y avait un conflit shift-reduce sur la table LR, et en fait, en étudiant la grammaire, on voit qu'il ne peut pas y avoir de A après un S, ce qui me permettrait cette connaissance-là, me permet de dire, mais c'est idiot, ici d'avoir S2 et R3, il me faut avoir uniquement S2. En fait, cette prédiction-là, ou plutôt cette réduction-là, n'a aucun sens sur un A. On ne peut réduire un S que s'il y a quelque chose qui peut suivre le S. Et donc, on peut supprimer ce conflit-là. Et ça, c'est la méthode que l'on appelle la méthode SLR. Et ce qui peut suivre un non terminal, eh bien, on sait déjà le calculer, ce sont les suivants de X. Allez, on formalise la méthode SLR. La méthode SLR, c'est la même chose que le LR0, sauf que on ne met pas les réductions sur toutes les colonnes. Donc, on calcule l'automate des items comme en LR0. Donc ça, c'est comme avant. On calcule les premiers et les suivants de la grammaire. Ça c'est une étape qui se rajoute. Donc il faut le faire, attention. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de rajouter un critère de décision pour les réductions.
Et ensuite, on construit la table SLR de 1. Les shifts et les goutous sont rajoutés exactement comme en LR0. Par contre, les réductions des règles X vers alpha ne sont ajoutées que sur les suivants de X. Donc, il faut avoir calculé la table des suivants pour pouvoir positionner les réductions au bon endroit. Et après, on utilise la table exactement de la même façon. Donc, ça ne change qu'une chose, c'est la manière dont on rajoute les réductions dans la table. SLR, ça veut dire quoi? SLR, ça veut dire Simple LR. Donc, c'est une méthode très simple pour faire en sorte de quand même regarder en avant pour décider, pour faire des prédictions de réduction qui sont motivées par le fait qu'on ne fait les réductions que s'il y a en avant des caractères qui sont effectivement possibles d'avoir après le nom terminal que l'on réduit. On reprend maintenant l'exemple pour la méthode SLR. Donc la première chose qu'on rajoute, c'est le calcul des premiers. Il faut calculer les premiers, il faut calculer n epsilon, c'est la colonne qui est intitulée epsilon dans la première table, et il faut calculer les suivants. Donc les premiers de S dans cette grammaire, eh bien c'est A, de manière évidente, et c'est tout. Et les suivants de S, on se rajoute toujours, la règle idiote n'est pas obligé de l'écrire, mais on doit toujours se rappeler qu'elle existe, que cette règle idiote qu'on s'est rajoutée, elle existe et qu'elle nous sert à calculer les suivants. Donc ça nous permet de voir que le dollar est un suivant de S, que D est un suivant de S et que B est un suivant de S. Donc on calcule les suivants comme ça, et c'est tout. C'est absolument tout. Donc ce calcul est très simple. On continue avec la construction de la table, où on a mis exactement les mêmes choses. Donc comme j'ai fait un copier-coller, il y a les mêmes erreurs que tout à l'heure, pour ceux qui sont attentifs. Ici, a priori, c'est un 3, ici, c'est un 4, et ici, c'est un 5. Par contre, les réductions sont bonnes. On a mis les réductions sur les suivants, c'est-à-dire sur la colonne B, D et $, B, D et $, B, D et $. Et on voit là qu'on a exactement la table sans conflit. On a une table qui n'a plus de conflit. Et donc, il est possible de l'utiliser. Parce que s'il y a un conflit, ça veut dire qu'à un moment, on sera incapable de décider quel chemin prendre. Ici, il n'y a pas de conflit. On saura toujours décider quel chemin prendre. Donc, on fait notre trace, comme d'habitude. Le SLR, c'est strictement plus puissant que LR0. Et ça se voit très facilement, puisque on ne fait qu'éliminer des réductions. Donc, on ne peut qu'enlever des conflits existants. On ne peut pas en rajouter. Donc, tout ce qu'on pouvait résoudre avec LR0, on peut encore le résoudre avec SLR. Et les conflits qu'on enlève, la réduction qu'on enlève, ce sont des réductions impossibles. On enlève des réductions qui ne peuvent pas être une bonne action à prendre, puisque ça nous amènerait nécessairement à un mot que l'on ne pourra pas effacer de la pile. Donc, clairement, on a une méthode qui est tout aussi correcte et qui est strictement plus puissante. En pratique, personne n'utilise LR20, en fait. En pratique, tout le monde utilise SLR. Plutôt, quand on fait du LR, simplement, on fait du SLR. C'en est à tel point que vous verrez des livres où le nom LR20 sera utilisé en lieu et place de la méthode SLR.
la méthode LR de 0, elle est tellement peu capturante, elle a tellement de, enfin, elle a très rapidement des conflits, qu'en fait, les gens ne la considèrent même pas. Donc vous verrez parfois dans des livres des choses où on dit c'est du LR de 0, et en fait il faudra être attentif aux détails, et vous verrez que souvent il s'agit de la méthode SLR. Bien, donc on va voir si cette méthode est applicable à l'analyse de la grammaire qui est la grammaire des expressions simplifiée, hein, on l'a réduit avec uniquement A comme facteur terminal, et avec uniquement l'addition et la multiplication. Donc on a pris la grammaire qui permet de modéliser la priorité des opérateurs. Vous remarquerez que cette grammaire n'est pas LL. Hein, cette grammaire n'est pas LL. Quand on voulait analyser ce langage-là avec la méthode LL1, il avait fallu supprimer les récurrences à gauche. Donc c'était sur une autre grammaire que l'on obtenait la méthode LL1. Ce qui fait d'ailleurs, hein, vous l'avez programmé en activité pratique, ce qui fait d'ailleurs que pour faire le calcul, il faut revenir, enfin, ou plutôt le calcul est beaucoup plus compliqué à faire qu'avec cette grammaire-là, où on se contente de faire le calcul dans l'arbre syntaxique. Hein. Lorsqu'on supprime la récurrence à gauche, on est obligé de faire le calcul d'une autre manière, qui est beaucoup moins intuitive, avec une technique que je n'ai pas formalisée, mais que vous avez implémentée, qui s'appelle la technique des attributs synthétisés et hérités. Hein, donc vous aviez une partie de l'expression qui renvoyait une valeur, que vous transmettiez lors de l'analyse d'une autre partie de l'expression pour que le calcul soit réalisé à l'intérieur de l'analyse de la partie droite de l'expression. Donc on reprend cette grammaire-là et on va voir si elle est LR de 0. Donc on démarre le calcul tout simplement en disant, ben on amorce avec S' donne .E $, et on ferme. Donc on prédit les deux règles de E, hein, dans une première fermeture, puis on se rend compte que le point attend maintenant, enfin, est juste devant un T, donc on prédit les règles de T, et on se rend compte que le point est maintenant devant un F, donc on prédit les règles de F. Okay, donc la fermeture se fait en 3 étapes. Donc on étudie un peu maintenant les transitions. Donc les transitions, on va avoir une première transition par E, qui va nous amener à l'état 1. Les transitions suivantes, ça va être des T, qui va nous amener à l'état 2, un F, qui va nous amener à l'état 3. Il peut y avoir un petit A, qui va nous amener à l'état 4, et une parenthèse ouvrante, qui va nous amener à l'état 5. Donc, la première étape, c'est ça, et on va construire les nouveaux états. Donc ces nouveaux états, ils ne sont pas très compliqués. Par eux, on va faire avancer les deux règles. S' donne E point $, et E donne E point plus T. Donc ces deux hypothèses-là survivent à la vue d'un grand E. Dans l'état 2, et vous remarquerez que le point précède des terminaux. Du coup, on n'a pas de fermeture supplémentaire, il n'y a pas de prédiction. De la même manière, dans l'état 2 qui est obtenu par un grand T, on fait avancer deux règles, E donne T et E donne T étoile F. Donc le point passe par-dessus le T, et on se retrouve avec cet item qui lui aussi est fermé. On peut voir déjà une petite chose ici, avant même la suite du calcul. Vous voyez que ici vous avez une règle qui est terminée,
alors qu'une autre règle continue. Hein. Or, ça veut dire que si on prenait la méthode LR de 0, on aurait un conflit entre la réduction de la règle E donne T et le shift de l'étoile. Hein. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si SLR aura un conflit ou pas, mais on sait déjà que LR0, c'est mort. LR0, c'est pas possible, il y aura forcément un conflit. Bien, je ferme cette parenthèse et on continue avec l'état 3, qui est obtenu en faisant avancer le point par-dessus le F sur la règle T donne F. Donc là aussi, il n'y a pas de transition. Là, il y a une règle qui est terminée et aucune transition possible. L'état 4, c'est F donne A point. Et l'état 5, c'est F donne parenthèse point E, parenthèse. Et ensuite, on ferme. Encore une fois, on ferme avec 3 étapes successives. Une étape où on prédit tous les E, puis une étape où on prédit tous les T, puis une étape où on prédit tous les F, parce qu'à chaque coup, hein, on a eu un symbole non terminal, E, T et F, qui suivait immédiatement le point. Et on continue ensuite avec les transitions. Donc le dollar nous permet d'accepter à partir de l'état 1. L'état 2, eh bien, une transition est possible vers un nouvel état qui sera porté par E plus point T. La transition, à partir de l'état 2, la transition étoile va nous amener à un nouvel état aussi, hein, puisque ça va nous amener à T donne T étoile point F, et c'est un item que je n'ai pas encore écrit. Donc on peut les écrire tout de suite. 6, ça va être E donne E plus point T, et il va falloir le fermer avec T donne T étoile F, avec le point au début, T donne F, puis on ferme encore avec F donne A, et F donne parenthèse E parenthèse. Ça, c'est l'état 6. L'état 7, c'est celui qu'on obtient avec T donne T étoile point F. Et là, il faut fermer, puisque on va avoir F donne point A et F donne point parenthèse E parenthèse. Donc ça, c'est le 6 et le 7. L'état 3 et l'état 4 n'ont pas de transition. L'état 5 nous amène à un nouvel état par E, puisque parenthèse E point parenthèse n'a pas encore été vu. Par T, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 règles, E donne T point, E donne T point étoile F, et ça, c'est l'état numéro 2. F nous permet d'arriver à T donne F point, et ça, c'est l'état 3. F donne A point, qui est atteint après avoir lu un A, c'est l'état 4. Et en lisant une parenthèse, on arrive à l'état 5. Donc il y a un nouvel état qui est l'état 8. Et l'état 8, il est obtenu par F donne parenthèse E point parenthèse. On continue en ayant une transition T ici qui va nous amener à où? Elle va nous amener à E flèche E plus T point, et à T donne T point étoile F. Donc ça, c'est un nouvel état, on va l'appeler le numéro 9. Ensuite, il y a une transition par F, et cette transition par F va m'amener à l'état 3. Il y a une transition par A qui va m'amener à l'état 4, et une transition par la parenthèse ouvrante qui va m'amener à l'état 5. J'écris le 9.
Donc 9, c'est E donne E plus T point. Et il y a aussi T donne T point étoile F. Et ça, il est fermé. On étudie maintenant les transitions de l'état 7. L'état 7, c'est soit un F qui en sort, et ça va nous amener à T étoile F point, que l'on n'a pas. Donc ça, c'est la 10. Par A, on va arriver à l'état 4, et par la parenthèse, on va arriver à l'état 5. L'état 8 a une transition parenthèse fermante qui va m'amener à F donne parenthèse E parenthèse point, qui est nouveau, c'est l'état 11. Ah oui, j'ai oublié d'écrire l'état 10. L'état 10, c'était T donne T étoile F point, et c'est tout. Et l'état 11, c'est F donne parenthèse E parenthèse point. Et ça aussi, c'est tout. Ici, il manque une transition étoile, je ne l'ai pas traitée, qui va nous amener à T étoile.F. Alors, T étoile.F, on l'a? Oui, c'est l'état 7. Donc, on n'a plus de transition et on a terminé. Bien, si je ne me suis pas trompé dans des tas de copier-coller, ça doit être l'équivalent de ça. Donc ça, c'est l'automate. Il va nous falloir maintenant calculer les premiers et remplir la table. E plus T, donc la première opération à faire, c'est de construire, donc je vais annoter, on va construire les premiers et les suivants. Hein. Donc pour E donne plus T, les premiers de E, c'est quoi? Ben, la première règle me dit que les premiers de E, c'est les premiers de E, et la deuxième me dit que les premiers de E, ce sont les premiers de T. Donc pour l'instant, j'en connais pas. Les premiers de T, ben, ce sont les premiers de F, et les premiers de F, c'est soit A, soit la parenthèse. A et parenthèse. Je vais noter comme ça. Du coup, comme les premiers de T sont les premiers de F, eh bien, il y a la A et la parenthèse. Et puis, comme les premiers de E sont les premiers de T, il y a A et la parenthèse. Donc, les premiers, pour les trois non terminaux, c'est A et parenthèse. Les suivants, maintenant. Eh bien, la première règle me dit que plus est un suivant de E. La deuxième règle me dit que T, qui est à la fin de la partie droite, hérite des suivants de E. Donc le plus est un suivant de T. La troisième règle me dit que l'étoile est un suivant de T. La quatrième règle me dit que F hérite des suivants. Ah oui, j'ai oublié un truc, pardon. Évidemment, il ne faut jamais oublier le dollar, ce que je viens de faire. La source est toujours suivie de la fin de séquence. Hein. Donc, comme T hérite de ça, eh bien, il en hérite aussi. F hérite des suivants de T. Alors, je vais essayer d'écrire un peu plus lisiblement parce que c'est tout petit et très mal écrit. Alors, on va le faire correctement. Et d'ailleurs, c'est un F là. Donc, il hérite des suivants de T. Ensuite, F, pardon, j'ai oublié que E était aussi suivi d'une parenthèse fermante, qui est donc héritée par T et ensuite par F. Et ça nous donne la table des suivants. Voilà. Et ensuite, on va reporter sur cette table
l'ensemble des transitions et l'ensemble des réductions. Donc les transitions ne sont pas très compliquées. Tout ce qu'on va voir, donc on a 1 pour E, 2 pour T, 3 pour F, 4 pour A, 5 pour la parenthèse. Ensuite, on a ligne 1, on a l'acceptation sur le dollar. On a 6 sur plus. Pour la ligne 2, on a l'étoile nous amène en 7. Et je vais noter en rouge, donc tout le reste s'écrit exactement pareil, hein, simplement je vais démarrer là en vérifiant que c'est bien les SLR, puisque ici j'ai une règle qu'il faut réduire, E donne T, donc je la réduis sur les suivants de E. Donc les suivants de E, c'est plus, parenthèse fermante, et dollar. Donc je mets la réduction sur le plus, donc c'est la réduction de la règle 2. Sur la parenthèse fermante et sur le dollar. Donc vous voyez que ici, j'avais S7, donc j'aurais pu avoir potentiellement un conflit, mais heureusement, l'étoile ne peut pas suivre le E, ce qui fait qu'il n'y a pas de conflit, parce que je ne mets pas de réduction sur cette ligne-là. Donc on a correctement produit les premiers et les suivants, et on a la possibilité de remplir donc, la table. Souvent, on le fait en 2 étapes. La première étape consistant à mettre les transitions et ensuite les réductions. Donc les transitions, je les ai mises ici, et les réductions se rajoutent. Et en fait, on voit qu'elles ne génèrent aucun conflit. Pourquoi ? Parce que si on regarde bien le détail, cette réduction-là, comme il s'agit d'un E, elle est posée sur les suivants de E, c'est-à-dire sur le plus, sur la parenthèse fermante et sur le dollar. Il n'y en a pas sur la parenthèse ouvrante, il n'y en a pas sur le A et il n'y en a pas sur l'étoile, ce qui fait qu'il n'y a pas de conflit. De la même manière, si on prend la règle R4, alors R4, je vous rappelle qu'il s'agit de la règle T donne F. Ben, T donne F, c'est un T, donc on la met sur les suivants de T. Et cette fois-ci, effectivement, une réduction 4 apparaît dans la colonne étoile parce qu'il s'agit d'un T et que l'étoile fait partie des suivants de T. Donc une fois qu'on a fait ça, ben on va faire une trace et on va regarder ce que ça nous donne. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur, on va faire A plus A étoile A. Donc on va le faire un petit peu à la main. Donc je prends A plus A étoile A dollar dans ma pile et je démarre par $0. Donc je suis à l'état 0 avec un A, ça me dit fais un shift et va en 4. Donc $0, le shift me lit A et m'amène en 4 et j'obtiens plus A étoile A dollar. Je suis donc dans l'état 4 avec un plus. État 4 avec un plus, ça me dit fais la réduction 5. Donc là, je fais la réduction 5. La réduction 5, elle dépile le A, qui est la partie droite, et elle le transforme en un F. Donc ça fait 0F, et le 0F m'amène en 3. Ensuite, je suis à l'état 3 avec un plus. Donc je vais à l'état 3 avec un plus, ça me dit il faut faire la réduction 4. Donc je dépile le F, qui est la partie droite de la règle 4, ça me fait $0, et j'empile la partie gauche. Donc ça me fait un T. 0T, ça m'emmène en 2. Donc j'ai toujours le même mot.
une fois que j'ai fait cette transition-là, eh bien, je suis à l'état 2 avec un plus. À l'état 2 avec un plus, ça me dit fais R2. Donc, je réduis la règle 2, je dépile le T. La règle 2, c'est E plus E donne T. Donc, ça fait 0, E. Et 0, E m'amène en 1. Toujours avec le même mot. Donc, je suis en 1 avec un plus. La table me dit maintenant, il faut faire un glissement et aller à l'état 6. Ce que je fais, $0E1, le glissement du plus m'amène en 6. Et le mot, c'est A, étoile, A, dollar. Ensuite, je suis en 6 avec un A, ça me dit faire un glissement et aller à l'état 4. Je suis en 4 avec une étoile, ça me dit état 4, étoile, réduction de la règle 5. Donc la réduction de la règle 5, c'est dépiler le A, et dépiler le A pour empiler le F. Et le goto me dit, de l'état 6 avec un F, vous allez à l'état 3. Je suis à l'état 3 avec une étoile, ça me dit, il faut faire la règle 4. Alors, il faut dépiler F et empiler T, et 6T, ça m'amène en 9. Donc, j'arrive à... j'ai fait un pas de plus même. Donc, je reprends le pas, $0, E1 plus 6. Donc, j'avais eu FT et j'étais arrivé à T9. Hein, je ne reprends pas les choses que j'avais déjà faites. État 9, avec un multiplié, ça me dit Shift 7. Donc, $0E1 plus 6T9 étoile 7, et il me reste A et $. En 7 avec A, on fait un shift, donc ça fait $0E1 plus 6T9 étoile 7 A, et ça va en 4. Et on a $. Donc en 4 avec un $, on me dit de réduire la règle 5, donc je dépile le A, j'obtiens $0E1 plus 6T9 étoile 7 F, et ça me dit S7F m'emmène en 10. Je suis en 10 avec un $, on me dit réduis la règle 3. La règle 3, c'est T étoile F. Donc on va dépiler tout ça. Et on va le remplacer par un T. 6T m'amène en 9. 9 avec un $, ça me dit réduire la règle 1. Donc $0, E1 plus, la règle 1, c'est E plus T, donc ça je le dépile et je le transforme en E. 0E m'amène en 1. Une fois que j'ai ça, je suis à l'état 1 avec un $, j'accepte. Et j'obtiens cette trace complète. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que la table m'a permis de toujours décider correctement. Par exemple, regardez un petit peu ce qui se passe ici. Alors, attendez. Je vais annoter, par exemple, entre cette configuration-là,
T0, T2 et la configuration 0, E1, eh bien, j'ai fait une réduction. Hein. Et cette réduction-là, c'est la réduction de la règle E donne T. Okay. Or, lorsque j'ai un T au sommet de la pile, eh bien, j'aurais pu faire quoi? J'aurais pu faire soit une réduction, soit un glissement. En fait, à tout moment, je peux faire un glissement lorsque je suis sur l'automate déterministe, l'automate ascendant, et que j'ai rien pour me guider. Et en fait, là, il me dit, ce T-là, tu peux le transformer en un E. Par contre, le T qui était ici, en sommet de pile, eh bien, par contre, lui, il m'a dit, ce T-là, par contre, tu ne le transformes pas en un E. Tu le gardes et tu fais un glissement. Donc, on voit que ce qu'il y a au sommet de pile, le symbole au sommet de pile, à lui seul ne me permet pas de décider. Ce qui me permet de décider, c'est là où j'en suis dans l'automate des items. Hein. L'automate des items me permet de savoir quelque chose sur ce qui précède, et ça me permet de savoir qu'à cet endroit-là, eh bien, je ne peux pas, je ne dois surtout pas transformer ça en un E. Et pourquoi je ne dois pas transformer ça en un E? Ni d'ailleurs le réduire, hein, puisque E plus T, ça peut être réduit aussi. Donc, on me dit surtout ne dépile pas E plus T, on me dit ne transforme pas T en E, par contre, fais le glissement. Donc là, j'avais 3 choses possibles, 2 réductions possibles et un glissement possible. Et en fait, la table m'a effectivement dit de faire le glissement, qui est la seule solution qui me permet d'arriver à la configuration acceptante. Donc la table, elle contient une connaissance qui est vraiment intéressante pour pouvoir tracer correctement et ne pas se poser de questions. On se contente de suivre ce que dit la table. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Alors, je voulais qu'on regarde quelque chose, mais on n'aura peut-être pas le temps, parce qu'on a perdu pas mal de temps sur ce cours. J'aurais voulu qu'on fasse la méthode LR sur cette grammaire-là. C'est la grammaire des expressions sans priorité. Hein. Rappelez-vous, E plus E, E étoile E, parenthèse E, parenthèse, ou A. Hein. Eh bien, allez, on va tenter de la faire. Donc, je ne détaillerai pas cette fois-ci. Oui, je crois que je l'avais terminé la trace. Donc, je ne détaillerai pas cette fois-ci. On va faire comme d'habitude. On amorce le traitement avec S' donne point E $. La fermeture me donne les 4 règles E. Puis, j'étudie les transitions et ainsi de suite. Hein. Donc, la transition par E me fait avancer toutes les règles qui attendent un E. Il y en a 3 cette fois-ci. Les transitions par A ne font avancer que la règle qui attend un A, la parenthèse pareil. Donc l'item 1 est assez facile, même s'il a 3 règles qui avancent en même temps. L'item 2 est trivial. L'item 3, on a juste avancé le point au-dessus de la parenthèse et on a donc besoin de fermer de nouveau ce que l'on fait assez facilement. Et on continue ainsi jusqu'à la fin. Hein, donc on a le E qui avance, dans l'état 4, on a avancé au-dessus du plus, pardon, il y a une petite erreur ici qui est que le 5, on l'obtient avec l'étoile, hein, sinon on ne serait pas correct. Donc on avance le plus, on obtient E plus point E et il faut fermer. En avançant l'étoile, on obtient E étoile point E et il faut fermer. En avançant le E, donc dans l'état 6, on obtient parenthèse E point parenthèse. Hein, et là, il me faut maintenant construire ma table.
Donc, je vais la construire. Alors, j'ai pas eu le temps de la construire correctement. Je voulais qu'on le fasse ensemble, mais bon, hop. Donc, moi, j'ai les états sous les yeux. Donc, on avait 1, et puis on avait le A qui nous amenait en 2, et la parenthèse qui nous amenait en 3. On avait de l'état 1, on avait l'acceptation quand on avait $. Et donc, là où il y avait des difficultés, c'est l'item 7 et 8, où soit on a terminé la règle E plus E, donc on doit réduire, sur l'item 7, on doit réduire E plus E, donc c'est la règle 1. Donc là, conflit ici, et conflit là. Et puis, dans la règle 8, c'est la règle 2, conflit ici, et conflit là. Donc on a ici des conflits sur cette grammaire, ce qui est tout à fait normal, puisque la grammaire est ambiguë. Donc ce serait étonnant de ne pas avoir de conflit, puisqu'il y a plusieurs chemins qui mènent à une solution. Donc nécessairement, il y a des conflits. Ce que je voulais qu'on étudie, c'était qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ces conflits-là. Donc on peut regarder qu'est-ce qui peut nous amener à un conflit comme ça. Eh bien, on va faire une trace rapide avec A plus A étoile A. Avec A plus A étoile A, on va obtenir donc 0. La première chose qu'on va faire, ça va être d'empiler le A. Je vais faire une trace dynamique, dans le sens où je ne vais pas faire une table comme tout à l'heure, mais je vais la dérouler au fur et à mesure. Donc, 0A va nous amener en 2. En 2, avec plus, ça nous dit de faire la résolution 4. Donc, on va dépiler le A et empiler E. Et 0E, ça va nous emmener en 1. Puis on est en 1 avec un plus, ça nous dit faire un shift et aller en 4. Puis on a un A et on est en 4. 4A, ça nous dit faire un shift, donc empiler le A et aller en 2. À l'état 2, avec une étoile, ça nous dit faire la résolution de la règle 4. Donc la résolution de la règle 4, c'est dépiler le A et empiler E. Et 4E nous amène en 7. Je suis à l'état 7 avec une étoile, et 7 étoiles. Ah, et bien là, je tombe sur un conflit. Soit je fais un shift, soit je réduis la règle 1. Regardez un petit peu le conflit qu'il y a ici. On a deux solutions. Première solution, on fait un shift. Alors, je vais faire la première solution en bleu. Donc, shift, ça va m'amener en 4, pardon, c'est une étoile. Donc, ça va m'amener en 4. Et puis ensuite, je vais continuer. Le 4 avec un A. Non, c'était un A ici. Le 4 avec un A, ça me dit de faire un shift. Donc, je fais A et j'arrive en 2. Le 2 me dit, fais une réduction. J'obtiens un E. Et 4E, ça m'emmène en 7. Et le 7 me dit maintenant, ah ben maintenant, tu as le $, il n'y a pas de conflit, fais la réduction. Donc je fais la réduction de E étoile E. Et j'obtiens E1 plus 4E, et le 4E m'amène en 7. Okay.
en faisant ça, et ensuite je réduis ça. Okay, donc en gros, en faisant la première, lorsque je suis tombé sur ce conflit-là, j'ai choisi de faire le shift. Et en faisant le shift, j'ai obtenu E plus E, et puis ça, pardon, ça c'est un E, et puis celui-là c'était E, étoile, E. Donc j'ai obtenu cet arbre-là. Si j'avais réduit tout de suite, plutôt que de faire la prédiction, j'aurais effacé ça. C'est-à-dire que j'aurais eu E plus E, et ensuite j'aurais fait le shift. Donc en fait, tout se serait passé comme si cette partie-là n'avait plus été là, et on aurait continué le même calcul qui est en rouge et en bleu ici. Et ça m'aurait donné une interprétation où j'avais E, étoile, E. Donc ce qu'on voit, c'est que là, il y a un conflit, que ce conflit, il est normal puisque la grammaire est ambiguë, et qu'en fait, dans le mot A plus A, étoile A, qui est ambigu, dans cette grammaire, eh bien, le fait d'avoir un conflit, à chaque étape, il y a un endroit plutôt, il y a un conflit qui est un vrai conflit, puisqu'en fait, les deux solutions, les deux choses m'amènent à une solution. Donc, ce conflit-là qui est intéressant me permet de dire, tiens, en fait, en faisant le shift, je serais arrivé à la solution en bleu. En faisant le reduce, je serais arrivé à la solution en vert. Quelle est la solution qui m'intéresse? Eh bien, si je prends en compte maintenant la priorité des opérateurs, la solution qui m'intéresse, c'est la solution bleue. C'est celle-là qui est correcte dans mon interprétation des priorités. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est dire, OK, sur cette table-là, il y a un conflit. Mais ce conflit, alors ça, c'est extrêmement difficile à dire, hein, mais ça se ressent, il n'y a pas d'algorithme pour ça. Ce conflit-là, c'est un vrai conflit d'ambiguïté, puisque ma grammaire, je l'ai fait volontairement ambiguë. Hein, elle est ambiguë, mais lorsque j'ai une étoile, alors que je suis dans l'état 7, eh bien, je vais faire un shift et je vais m'interdire de faire le reduce. Et donc, je peux enlever le conflit. Une fois que j'ai étudié ce conflit-là, je peux l'enlever en disant la bonne solution quand j'ai une étoile, c'est toujours de faire un shift. Et de la même manière, quand j'ai un plus, la bonne solution, c'est toujours de faire un reduce. Et on verra ça. On verra qu'il est possible de travailler avec des grammaires ambiguës, mais il faudra rajouter à la main, il faudra dire quelque chose à la main, rajouter à la main une suppression de certains conflits qui sont tout à fait valides, mais que l'on peut supprimer de manière à obtenir la bonne solution. Ce n'est pas toujours possible, parce que parfois, il y a un vrai conflit et il n'y a pas de bons rattachements. Mais bien souvent, quand la grammaire va être ambiguë, en étudiant les conflits, on peut se dire, oui, eh bien, comme l'étoile est prioritaire sur la somme, eh bien, lorsque je vois une étoile alors que je suis à l'état 7, je fais un shift plutôt qu'un reduce. Et si je vois un plus, je fais un reduce plutôt qu'un shift. Allez, on verra ça en TD, j'espère. Est-ce que vous avez des questions ?